Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur le 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Mathilde Dorcadi s'est intéressée à la mer morte, menacée de disparaître à cause de sa surexploitation. Vous pouvez retrouver le lien de ce grand reportage dans la description de ce podcast. Nous avons donc décidé de nous pencher un peu sur ces sites naturels menacés notamment par les actions de l'homme. Avec nous pour en parler, Remco van Merm, chargé de conservation à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bonjour Monsieur van Merm. Bonjour. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de sites naturels menacés de disparaître à cause de l'homme? Oui, j'aimerais pourtant préciser en avance que je traite seulement les sites du patrimoine mondial qui sont classés par l'UNESCO. Et donc, toutes mes réponses porteront sur les sites du patrimoine mondial et non pas sur d'autres aires protégées. Mais effectivement, oui, on peut chiffrer le nombre des sites qui sont menacés de disparaître à cause de l'homme, mais le nombre exact dépend un peu de la référence qu'on applique. Si on se base sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO, on voit qu'il y a aujourd'hui 16 sites naturels qui sont sévèrement menacés. Mais il y a évidemment d'autres sites qui sont menacés, mais qui ne sont pas formellement inscrits sur cette liste en péril. Et à ce jour, il y a une centaine de sites naturels qui sont régulièrement examinés par le comité, y compris ceux qui sont sur liste en péril. Et si ces sites sont examinés par le comité, c'est parce qu'on sait qu'il y a des menaces auxquelles ils font face. Euh, Cependant, le patrimoine mondial compte maintenant 241 sites naturels. Donc, ce système ne nous permet pas de savoir ce qui se passe dans dans plus de la moitié des sites. Donc, pour avoir une meilleure vision globale sur ce qui se passe dans les sites naturels classés au patrimoine mondial, l'UICN a créé en 2014 l'Horizon du patrimoine mondial, qui est un travail comprenant un rapport d'analyse et un site web, et qui évalue les perspectives de conservation de tous les sites du patrimoine mondial naturel. Et les résultats de ce rapport montrent qu'en effet, il y a 67 sites qui présentent des perspectives préoccupantes et 19 sites même qui sont dans un état critique. Donc, c'est-à-dire qu'en 2014, 37 des sites naturels étaient menacés, voire gravement menacés. Donc vous le disiez, des sites qui sont pas forcément donc sur cette liste de patrimoine en péril. Exactement, oui. Alors quand vous parlez d'état critique, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond à peu près? Un état critique, ça veut dire que il y a vraiment un besoin d'intervention de grande envergure pour sécuriser ces biens, pour adresser les menaces auxquelles ils font face. Et que si rien ne change, ils ont vraiment, il y a le risque qu'ils perdent les valeurs pour lesquelles ils ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Alors là, actuellement, bon, j'imagine que ça va être un qui va figurer plutôt sur la liste de patrimoine en péril, mais quel serait le site qui, à l'heure actuelle, est le plus en danger? Alors, si on devait en choisir un, ça serait forcément le parc national du Manovo-Gunda-Saint-Flory en République centrafricaine. Ce site-là est gravement menacé par l'insécurité qui règne dans le pays, le braconnage et aussi la présence de bétail. Et en fait, le comité du patrimoine mondial a depuis plusieurs années remis en question si c'est encore possible de restaurer les valeurs exceptionnelles de ce site. Qui sont, du coup? C'est les, la grande faune, la faune de grands mammifères, et donc les écosystèmes dans lesquels ils habitent, qui ont été gravement impactés par le braconnage. On ne sait plus si les populations des grands mammifères sont encore présentes. Le site est tellement un endroit du pays très affecté par l'insécurité. Donc, il y a très peu de personnes qui vont encore sur le terrain, qui peuvent encore collectionner des données.
pour nous dire en fait quel est l'état de ces valeurs actuellement. Bon, mais donc en plus, il y a vous ne pouvez pas réaliser, enfin, vraiment mesurer l'ampleur des dégâts quelque part, même à ce niveau-là, ça pose problème, quoi. Oui, dans certains sites, c'est effectivement c'est très problématique, oui. Alors justement, là, vous parliez de braconnage pour ce site-là. De manière générale, quelles sont les principales menaces pour ces sites qui sont en péril? Alors, l'horizon du patrimoine mondial de l'UICN nous a permis d'établir quelles sont les menaces les plus importantes aujourd'hui. Et on peut donc observer que les principales menaces sont les espèces envahissantes, le tourisme, la chasse commerciale, ainsi que la pêche, les barrages et l'exploitation forestière. Ça, ce sont les menaces qui sont actuellement en train d'avoir des impacts sur les sites. Mais il y a évidemment aussi des menaces potentielles qui deviennent de plus en plus sévères. Le changement climatique étant de loin le plus grave, il sera donc intéressant de voir comment cette menace s'évolue. Mais aussi, il y a des projets miniers, des projets pétroliers et gaziers, ainsi que pour la construction de grandes infrastructures comme les routes et les barrages. Et tant qu'il n'y a que des projets, ce sont des menaces potentielles, mais dès que la réalisation commence, ils peuvent avoir des effets dévastateurs pour les valeurs naturelles de ces sites. Alors justement, on en parle hein, dans le reportage sur la mer Morte, c'est vraiment ce problème de surexploitation hein, qui menace le site. On parle d'une disparition si rien ne change d'ici à 30 ans. Est-ce que dans ces sites qui sont donc sur cette liste du patrimoine en péril, est-ce qu'il y en a qui ont cette même épée de Damoclès, on va dire, voilà, menace de disparition si rien ne change dans X années? Oui, forcément, si le comité du patrimoine mondial inscrit un liste sur la liste en péril, s'il inscrit un site sur la liste en péril, c'est forcément parce qu'il est préoccupé que si rien ne change, les valeurs peuvent disparaître ou être fortement dégradées. Et c'est à cela, d'ailleurs, que sert la liste en péril. C'est à alerter les communautés internationales et nationales aussi de l'urgence de la situation afin de permettre un revers de cette situation. Alors justement sur cette liste, sur le site de l'UNESCO, il est mention de 54 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril. Donc vous le disiez, c'est une manière de faire prendre conscience de manière mondiale qu'il y a un problème, qu'il faut protéger ce site. Mais au-delà de la communication, entre guillemets, qu'est-ce que ça peut engendrer d'autre concrètement pour essayer de sauver ces sites? Oui, alors vous dites 54 sites, effectivement, si on compte les sites culturels aussi. Donc, pour les sites naturels, on en compte 16 aujourd'hui. Euh, Quand un site est inscrit sur la liste en péril, ça va être accompagné par l'identification d'une liste d'indicateurs, des indicateurs de ce qu'on appelle l'état de conservation souhaité, ainsi que des mesures correctives qui doivent être mises en œuvre par l'État partie concerné. Et ces indicateurs et ces mesures correctives, ils vont permettre au Comité du patrimoine mondial d'examiner donc les progrès qui ont été accomplis dans la résolution des menaces et donc dans la sécurisation des valeurs naturelles des sites. Alors, on va en revenir hein, sur ensuite ce que ça peut provoquer, si ça peut changer quelque chose. Mais tout d'abord, je voulais revenir un peu sur quelque part les critères pour que ces sites soient inscrits sur cette liste. Parce qu'en juin dernier, vous avez recommandé l'inscription donc sur cette fameuse liste du site mexicain des îles et aires protégées du golfe de Californie. C'était pour protéger le vaquita, donc c'est le marsouin de Californie. Mais alors, je me trompe peut-être, mais en tout cas, de ce que j'ai recherché sur le site, l'UNESCO n'a pas l'air d'avoir suivi vos recommandations. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui manquait, entre guillemets, pour que cette inscription se fasse? Oui, c'est vrai qu'en effet, notre recommandation n'a pas été suivie par le comité. Les critères pour être inscrit sur la liste en péril, c'est pour rester simple, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un danger réel ou potentiel
que ce site risque de perdre les valeurs universelles exceptionnelles pour lesquelles ils sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Dans le cas que vous avez cité, le cas du golfe de Californie, effectivement, on a cette préoccupation de la disparition imminente du vaquita. Après que nous avions publié nos recommandations, le Mexique avait soumis des informations supplémentaires démontrant des progrès qui ont été accomplis très récemment et que nous n'avions pas pu prendre en compte dans nos recommandations. Notamment, le Mexique a adopté une interdiction définitive de l'utilisation des filets maillants dans la zone du vaquita, ce qui est l'une des recommandations qui ont suivi de notre mission sur le terrain plus tôt dans l'année 2017. Et à cette base-là, le comité a donc décidé de ne pas inscrire à ce stade ce site sur la liste en péril. Mais il va réexaminer cette question l'année prochaine. Cependant, bien que le comité ait décidé ainsi, l'UICN n'a pas encore pu évaluer l'efficacité des mesures prises. Et ce qui est certain, c'est que la situation du vaquita dure déjà depuis de nombreuses années et ne sera pas résolue d'un jour à l'autre. Mais en tout cas, cette non-inscription est entre guillemets une bonne nouvelle puisque des mesures ont été prises. Mais bon, comme vous le dites, maintenant, faut réussir à voir ce que ça donne. Mais j'imagine que ça se verra pas forcément sur le court terme, en l'occurrence. Effectivement, oui. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Est-ce que, concernant les autres sites, donc vous parliez effectivement de 16 sites naturels, est-ce qu'on a pu observer une évolution depuis leur inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril? Oui, on a pu le voir pour certains sites. C'est encore quelque chose qui ne se passe pas chaque année. Il n'y a pas chaque année des sites qui sont retirés de la liste en péril. Mais je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, en 2009, la Colombie avait demandé elle-même l'inscription sur la liste en péril du parc national de Los Catios, après avoir perdu le contrôle du site à cause de la présence de groupes armés. Et cette inscription sur la liste en péril, en effet, a permis à l'État d'élever le profil du site au niveau politique national et donc d'améliorer la coordination entre les différentes autorités pour résoudre les problèmes. Et suite au progrès accompli, le site a été retiré de la liste en péril en 2015. Donc il y a toujours un suivi pour suivre l'évolution de la situation, mais pour l'instant, le comité est satisfait que les progrès ont été significatifs. Mais plus récemment, en juillet dernier, le comité a retiré de la liste en péril le parc national de la Comoé en Côte d'Ivoire. Et là, le gouvernement ivoirien a aussi réussi à rétablir le contrôle du site suite au retour de la stabilité politique dans le pays. Et grâce à une gestion efficace, les populations de grands mammifères comme l'éléphant et le chimpanzé qu'on avait cru qui étaient disparus du parc, en fait, se sont stabilisés et sont désormais dans une dynamique de restauration. D'accord, donc effectivement, on peut voir des résultats concrets suite à l'inscription de cette liste. Alors, comment ça marche exactement? Parce qu'on sait que c'est complexe, hein, de manière générale, pour l'UNESCO. Là, vous parliez de l'Argentine qui a demandé directement l'inscription du site sur cette fameuse liste. Est-ce que ça doit venir du pays en eux-mêmes? Ça peut être, on l'a vu, vous avez fait, l'IUCN a fait des recommandations, donc ça peut être un organisme extérieur. Qui peut finalement demander l'inscription d'un site en l'occurrence, la liste du patrimoine mondial en péril? Oui, en effet, donc c'était la Colombie, pas l'Argentine. Ah, pardon, excusez-moi. Mais c'est très rare que les pays demandent eux-mêmes d'inscrire un site sur la liste en péril. Il y a l'exemple de la Colombie et en 2010, il y avait les États-Unis qui avaient demandé l'inscription des Everglades sur la liste en péril. Mais en effet, dans la plupart des cas, c'est une recommandation
que nous faisons, l'UICN, avec aussi le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, les recommandations que nous faisons au comité sont des recommandations conjointes entre l'UNESCO et l'UICN. Mais finalement, c'est le comité du patrimoine mondial qui est l'organisme qui prend les décisions. Et là, c'est une question d'avoir toutes les informations. Le comité, quand il a sa réunion annuelle, il va débattre cette recommandation que nous faisons. Et là, ça devient vraiment c'est une dynamique du débat qui a lieu. Il y a parfois aussi des questions politiques, des raisons politiques pour ne pas inscrire un site sur la liste en péril. Quelles peuvent être les raisons politiques en l'occurrence? Bon, ça va varier entre les cas, mais oui, ça peut être des intérêts politiques. Mais c'est quelque chose que nous, en tant que l'UICN, en tant qu'organe consultatif, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner une réponse à cette question. Nous on donne nos recommandations à base d'une évaluation technique de la situation. Alors, vous le disiez, c'est rare que les pays fassent la demande eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ça entacherait leur image. C'est quoi qui les empêche de faire cette demande eux-mêmes? Oui, effectivement, c'est une question d'image. La liste en péril est encore très souvent perçue comme une tache noire sur l'image du pays. Et donc, la plupart des pays veulent à toute force éviter que leur site soit inscrit sur la liste en péril. Tandis qu'en effet, la liste en péril, c'est un outil pour améliorer la conservation des sites et aussi pour soutenir les États parties dans leurs efforts de conservation. Et donc, ça devrait être accueilli de façon plus positive, quoi. C'est vraiment un outil de soutien aux États parties pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Mais à la base, il y a beaucoup d'États qui voient ça comme une tache noire sur leur image. Alors, les États mis à part, je vais revenir sur WWF qui publie chaque année un rapport sur les sites naturels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont menacés par l'homme. Alors, si on reprend au fil des années, 2015, l'organisme en comptait un tiers, 2016, la moitié. Cette année, il semble que c'est un petit peu moins de la moitié. Est-ce que on observe réellement une évolution, une volonté de préserver ces lieux, ou bon, vous le disiez, concernant les États, on n'ose pas trop le dire parce que ça pourrait faire tâche. En fait, les rapports que vous évoquez, il s'agit là de 3 rapports différents qui sont basés sur les études de l'UICN et sur les bases de données du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les informations fournies par l'Horizon du patrimoine mondial de l'UICN en particulier a permis au WWF d'élaborer des meilleures estimations des sites affectés par l'homme et donc d'appuyer leur campagne sur des faits. En fait, en 2015, leur campagne était focalisée sur l'industrie pétrolière, tandis qu'en 2016, il s'agissait de toutes les industries néfastes. Et en 2017, c'était le commerce illégal des espèces menacées. Donc, les statistiques que vous avez évoquées ne sont pas vraiment comparables. Parce qu'elles sont ciblées sur des dangers précis, enfin des menaces précises en l'occurrence. Effectivement, oui. Mais maintenant, on est en train de mettre à jour l'horizon du patrimoine mondial de l'UICN, que nous lancerons en novembre prochain. Et cela nous permettra donc de voir s'il y a réellement une évolution et dans quel domaine. Si c'est les menaces qui changent ou si c'est l'efficacité des mesures de protection qui s'améliore, par exemple, ou s'empire. Vous avez aussi demandé s'il y a une volonté de préserver ces lieux. Moi, je dirais que oui. N'oublions pas que d'après l'horizon de 2014, la majorité des sites naturels, voire 63%,
ont de bonnes perspectives de conservation. Et ça montre donc que cette volonté existe bel et bien. D'accord. Alors, bah là, pour conclure, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer l'UICN? Bon, là, vous parliez en novembre d'un rapport qui allait sortir, qui allait nous donner une meilleure idée justement de l'évolution au fil des années pour ces sites. Quelles sont, de manière générale, comment agit l'UICN? Quelles sont les actions que l'organisme peut entreprendre? Bon, nous faisons plusieurs activités pour soutenir la conservation des sites naturels. Par exemple, pour renforcer les capacités techniques des personnes qui travaillent dans la gestion de ces sites. Nous travaillons aussi en collaboration étroite avec nos membres parce que l'UICN est une union, un organisme qui est fondé sur ses membres. Et ça comprend aussi les organisations non gouvernementales qui ont des projets sur le terrain. Euh, D'ailleurs, un des objectifs de l'Horizon du patrimoine mondial, c'est de permettre à tous de voir quelles sont les expériences et les pratiques utilisées dans les sites naturels du patrimoine mondial, afin que les sites faisant face à des problèmes puissent prendre l'exemple d'autres sites qui ont réussi à résoudre des problèmes similaires. D'accord. Et vous êtes indépendant de l'UNESCO, justement? Oui, donc nous sommes organe consultatif pour le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous travaillons indépendamment, mais en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial. Et donc, nous fournissons des conseils techniques, vraiment. Alors, par exemple, est-ce que bah, là, on peut prendre l'exemple du site dont vous nous parliez, qui a été sorti de la liste du patrimoine mondial en péril, avec la population des grands mammifères qui était revenue. Concrètement, quels étaient bah, les conseils que vous avez pu donner pour permettre à ce site d'être sauvé en soi? Bon, on a fait plusieurs missions sur le terrain à Côte d'Ivoire depuis la stabilisation donc de la situation politique dans le pays. Et cela nous a permis de voir quelle est la situation et quels sont les besoins du site. On a vu qu'il y avait des problèmes avec du bétail qui entrait dans le site, des problèmes de relations entre les gestionnaires et les populations locales. Et donc, ça nous a permis de faire de donner des conseils pour comment améliorer ces relations et la problématique du bétail, aussi du braconnage, parce qu'il y en avait aussi. Euh, et il y avait aussi un manque de suivi des populations animales. Euh, Même s'il y avait des efforts, notamment d'une organisation non gouvernementale qui travaillait sur le site. Mais c'était encore, ça venait tout juste de démarrer, donc on a pu donner des conseils sur comment s'y prendre et comment faire de sorte que les résultats qui sont obtenus au fur et à mesure des années sont comparables et nous permettent effectivement de voir l'évolution des valeurs patrimoniales de ceci. C'est malgré tout un travail qui a l'air colossal parce que vous devez être à peu près partout dans le monde pour pouvoir observer ces sites, les regarder dans la durée pour voir si bah, justement faire une recommandation pour l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial en péril. Ça ne concerne pas que ces sites en péril, justement, c'est vraiment surveiller tous les sites naturels du patrimoine mondial en l'occurrence. Oui, effectivement, c'est pas limité à la liste en péril. Mais de façon régulière, ce que les sites qui sont sujets à nos recommandations et aux examens du comité nombrent environ une centaine. Et donc, c'est moins que la moitié des sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé en 2014 cet horizon du patrimoine mondial pour effectivement nous permettre d'être plus proactifs dans le suivi de ces sites
Et donc de voir s'il n'y a pas d'autres sites aussi qui sont peut-être pas sur le radar du comité, mais qui doivent aussi être sujets à une attention particulière. Et donc, on travaille aussi avec nos membres d'organisations non gouvernementales euh, euh, pour réagir aussi sur les résultats de l'horizon du patrimoine mondial, donc d'adresser les menaces qui ont été identifiées et ainsi pour essayer d'améliorer leur situation. Et comme je vous disais, c'est aussi une opportunité de voir d'autres sites qui ont des résultats positifs, de voir qu'est-ce qui a marché dans ces sites et est-ce qu'on peut les appliquer dans d'autres sites quand on a besoin. Alors, pour expliquer un petit peu l'horizon du patrimoine mondial, c'est un projet, donc vous le disiez que vous avez lancé en 2014. C'est un site internet sur lequel finalement on peut répertorier tous ces sites, suivre leur évolution. Comment ça fonctionne en soi? Oui, alors c'est un site web supporté alors soutenu par un rapport analytique qui donne de façon très euh, claire les résultats globaux. Et donc, si on veut voir les résultats spécifiques des sites, on peut se connecter au site web et là, on peut voir en détail quel est l'état des valeurs du site. Alors, premièrement, quelles sont les valeurs du site qui ont été évaluées, quel est leur état actuel, quelles sont les menaces auxquelles le site fait face. On a aussi une évaluation de l'efficacité de la protection et de la gestion des sites. Et tout ça, on le prend ensemble et on fait une évaluation des perspectives de conservation que ces sites ont. Donc, la, la, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir, dans le long terme, conserver les valeurs pour lesquelles ils ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial? Ok, très bien. Donc voilà, pour nos internautes qui seraient intéressés, allez consulter ce site justement pour évaluer un peu l'ampleur de ce que tout ça représente, l'état de ces sites, s'ils sont critiques, si on s'inquiète, mais qui ne sont pas encore arrivés dans un état critique en l'occurrence. C'est donc le World Heritage Outlook. Qu'on peut consulter effectivement avec cette carte du monde et donc des petits points vert, orange ou rouge selon l'état du site. Donc on invite nos internautes à aller le consulter si ça les intéresse voilà, de connaître un peu l'état des sites naturels dans notre monde. En tout cas, merci beaucoup. Renko Van Merm, d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir un petit peu voilà, expliqué la situation actuelle pour les sites naturels du patrimoine mondial. Merci à vous, c'était un plaisir. Et donc à tous nos internautes, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre grand reportage de la semaine sur la mer Morte grâce à un lien dans la description du podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.